sur ordi. Ok, après je quitterai pour le lancement. Super. Bien. Allez, je lance. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un projet que j'ai découvert à travers son fondateur, Thomas, qui est ici avec nous, monpetitplacement.fr, qui Salut a Cédric. une mission qui me parle. Voilà. Donc, je te laisse saluer tout le monde. Ouais, salut Cédric, salut à tous et merci pour l'invite. Avec plaisir. Et qui a une mission, moi, qui me parle, c'est tout simplement de rendre les gens plus responsables dans leurs finances et de leur donner accès à des outils auxquels normalement ils n'ont pas accès. Donc, on va en parler. C'est assez intéressant l'approche. Moi, j'ai pu regarder aussi ce que vous avez mis en place au niveau de la plateforme. Toute la partie Know Your Customer avec toutes les questions et tout, vous avez réussi à faire un truc qui, habituellement, c'est assez relou, hein, faut le dire. Et là, vous avez quand même travaillé pour faire en sorte que ça le soit le moins possible. Donc, bravo déjà pour Ouais. ça. Mais c'est vrai que ça reste on pourra revenir, mais un gros Ouais, défi et un gros enjeu en continu pour nous parce que, et on l'a vu notamment avec les cryptos qui ont des onboarding beaucoup plus simples parce que moins de contraintes que ce qu'on a. Donc, ça reste absolument. un enjeu du quotidien, l'onboarding. En tout cas. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire découvrir monpetitplacement.fr qui n'est pas du tout lié au monde de la crypto, hein. Effectivement, j'ai parlé pas mal de crypto sur cette dernière année et demie parce que c'était le sujet chaud du moment. Bon, ça se calme un peu, hein, comme j'ai pu déjà le dire sur ma chaîne. Et puis, je continue aussi à parler d'autres types de placements. Donc, voilà, on a quelque chose là qui est plus lié à l'économie au monde de la finance classique, même si en ce moment, on est les marchés du manière globale ont saigné. Par contre, on s'est pris une bonne petite correction. Il est possible qu'on ait à minima un rebond technique. Et ça peut être intéressant de commencer à placer des billes sur ces supports-là. Donc, ça tombe parfaitement, du coup, cette interview. Et du coup, voilà, on va pouvoir vous présenter le projet. Alors, restez bien jusqu'à la fin, c'est important parce qu'à la fin, j'ai pu négocier avec Thomas un bonus spécifique pour les gens qui voudront passer sur monpetitplacement.fr avec une réduction assez importante par rapport aux frais qui sont appliqués. Mais on va revenir justement sur le mode de fonctionnement, les frais, etc. Donc, moi, c'est un truc qui, avec l'expérience que j'ai appris, c'est déjà de savoir qui il y a derrière. Ça, c'est important. Et c'est pour ça que je fais cette interview. C'est que j'ai bien apprécié d'échanger avec toi, Thomas. Et je te propose de te présenter, de parler de ton parcours, qui tu es, comment tu es arrivé là, d'où est venu le projet. Merci pour cette intro. J'espère que je vais faire aussi bien. Donc, moi, je m'appelle Thomas Perret, j'ai 29 ans, je suis lyonnais et c'est important parce qu'on est peu de fintech à Lyon. J'ai plutôt un profil ingénieur, statisticien de base. Et en fait, j'ai commencé à travailler chez Natixis, donc en banque d'investissement plutôt traditionnelle, à New York. Donc, je fais 2 ans chez Natixis. En fait, dans mon équipe, on conseillait les fonds de pension sur leur stratégie d'investissement, donc plutôt des investisseurs institutionnels, professionnels. Donc, après 2 ans là-bas, j'ai vu qu'en fait, il y avait une forte asymétrie entre le niveau d'expertise auquel ils ont accès, cette typologie d'investisseurs, que ce soit en termes de produits d'investissement, mais aussi en termes de conseils, et ce à quoi ont accès des particuliers, notamment les jeunes actifs, mais pas que. Parce que quand tu as moins de moyens ou quand tu es moins initié, tu es un peu dans la jungle du placement avec des conseils un peu lambda, des produits un peu lambda et un parcours du combattant d'un point de vue usage. Toi. Donc voilà, j'ai fait le rapprochement entre mon parcours un peu perso, ma connaissance que j'avais du monde de l'investissement de la bourse, mais aussi de mes proches et de mes 2 ans d'expérience pro pour dire il y aurait peut-être un espèce de rapprochement à essayer de faire en essayant de rendre accessible ce même niveau d'expertise en termes de produits, conseils, expérience à monsieur et madame tout le monde, que je sois initié ou pas et que j'ai 100 000 € à investir ou 300 à investir. Donc, voilà un peu comment de mon parcours un peu classique, tu vois, école d'ingénieur, enfin prépa, école Mm. d'ingénieur, banque, je me suis dit, est-ce que je peux sortir de ce chemin tout tracé pour essayer d'avoir ma propre patte avec une mission que tu as bien dit, qui est
de pousser tous les Français, bientôt les Européens et un jour, j'espère, le monde entier, à passer du statut d'épargnant au statut d'investisseur. Et tu vois, quand moi, je fais une frise un petit peu, il y a différentes étapes. Il y a l'épargnant, il y a l'investisseur, il y a le boursicoteur et le crypto-trader. Nous, on est vraiment, tu vois, sur la première brique en disant on va déjà t'aider à passer de épargnant à investisseur, même si on a pas mal de crypto-traders qui viennent aussi chez Multiplacement pour diversifier en disant je suis conscient que chez vous, c'est de l'épargne un peu plus long terme avec une corrélation peut-être un petit peu moins forte au monde des cryptos, même si en ce moment, ça donne un petit peu tort. Mais, donc, on a un petit peu de tout. Mais voilà encore, en tout cas, le cœur de cible. Tu vois. Ok, bah écoute, merci. C'est une présentation parfaite, très claire. Euh, donc, alors, sur justement au niveau du fonctionnement de mon petit placement, donc, tu as lancé ça il y a combien de temps? Donc, en fait, j'ai créé ça tout seul dans un premier temps en 2017, donc il y a 5 ans. Et on s'est lancé en février 2020, 3 ans plus tard, pour différentes raisons. Bien sûr, on pourrait revenir sur la partie réglementaire agrément. Mine de rien, on touche à des personnes, enfin à des particuliers, leur épargne. Donc, c'est très sensible. Et d'ailleurs, heureusement, enfin, pendant 3 ans, je ne me suis pas dit ça, mais maintenant qu'on a bien les bonnes autorisations, je peux le dire. Un deuxième frein très fort, c'est qu'en fait, nous, on n'est qu'un intermédiaire. On joue un rôle de conseil, d'accompagnement, de pédagogie, mais on n'est pas une banque. Donc, on ne permet pas d'ouvrir des comptes multiplacement. L'argent ne fait que transiter. Et du coup, il a fallu se brancher avec des institutions financières qui permettent, eux, de gérer toute la partie flux financier. Mais comme tu le sais, les banques ou les assureurs plutôt traditionnels, d'un point de vue digitalisation, c'est assez long. Et pour s'interfacer avec des boîtes comme nous, plus jeunes, ça a été très long, très compliqué. Parce qu'il faut à la fois les convaincre du point de vue, tu vois, relation de partenariat, d'un point de vue business, que c'est intéressant. Après, il faut les convaincre d'un point de vue sécurité, qu'on sera au niveau. Et après, il faut se brancher d'un point de vue technique. Voilà. Et ensuite, il faut monter une équipe. Il faut développer un site internet et une app. Voilà. Donc, ça a pris 3 ans. Et là, ça fait 2 ans un peu plus de 2 ans qu'on est commercialisé. Ce qui, tu me diras, d'un point de vue momentum, est pas mal parce qu'on s'est lancé au moment de la crise Covid, au moment où le sujet a été mis un peu dans les tendances fortes, où les marchés ont bien rebondi, ce qui a été pour nous un très bon momentum pour se lancer. Ok. Et alors, comment ça marche mon petit placement? Quel type de produit vous utilisez? Ouais. C'est quoi que vous Donc, proposez? en gros, nous, on propose des portefeuilles d'investissement. Donc, on a 2 gammes de portefeuilles, des portefeuilles qu'on appelle les portefeuilles dynamiques, qui sont classés en fonction du profil de risque. Donc, on a un portefeuille volontaire qui vise de 2 à 3% annualisé, tu vois, sur une période d'investissement de 2-3 ans. Le portefeuille énergique qui vise 5 à 6% annualisé. Ambitieux, 8 à 10% annualisé sur 4-5 ans. Et intrépide, plutôt 12 à 13% annualisé sur 5-6 ans. Donc, ça, c'est notre première gamme de portefeuille. Un portefeuille, c'est grosso modo un regroupement de 4-5 fonds d'investissement, donc des OPCVM, tu vois, plutôt classiques. Et ensuite, on a une gamme de portefeuilles thématiques que tu peux retrouver sur la page Nos portefeuilles, où là, pour l'instant, c'est des options et tu peux venir, tu vois, compléter tes portefeuilles dynamiques avec des portefeuilles thématiques. Donc, tu peux rajouter à ces 4 portefeuilles que tu vois là des options en dessous, donc qui sont de la santé, du climat, de la tech. L'idée est que tu peux se coupler de la performance avec de la recherche de sens. Donc, en fait, on propose ces allocations qu'on va loger à l'intérieur d'un contrat d'assurance vie qui a une particularité chez Multiplacement, c'est qu'il est 100% dans ce qu'on appelle en unité de compte, c'est-à-dire qu'il est 100% dynamique, il n'y a rien qui a capital garanti chez Multiplacement. Donc voilà un petit peu d'un point de vue offre-produit ce qu'on propose. Et nous, notre proposition de valeur, en plus de construire ces portefeuilles avec une équipe dédiée en interne, c'est qu'on va on va t'offrir un parcours, un conseiller si tu souhaites ou pas, qui va pouvoir t'orienter vers le ou les bons portefeuilles qui te conviennent. Donc voilà un petit peu ce qu'on propose, comment ça marche, et le tout avec un usage bien sûr digital. Donc, il y a soit une app mobile iOS et Android, soit une version web, comme tu présentes ici, qui permet de faire, encore une fois, soit en self-care, soit avec un conseiller si je veux échanger. Ok. Donc, on voit qu'effectivement, on a différents profils de risque. Comment les pourcentages annuels
C'est calculé comment? C'est du backtesting? Ouais, c'est du backtesting. C'est du D'accord. backtesting et en gros, ils sont construits pour, offrir la performance annoncée ici. C'est bien sûr une performance annualisée, non garantie et sur un horizon donné. Mais en Mhm. tout cas, ils sont construits sur ça. Et, et tu verras, enfin, on en parlera un petit peu sur la tarification, mais nous, on se rémunère sur la performance. Donc, Mhm. on a tout autant intérêt que l'investisseur en face de réaliser ses performances. Parce que notre chiffre d'affaires en dépend. OK. Et ça, d'ailleurs, comme ça, l'incentive à la performance, c'est vraiment quelque chose là, parce que vous adressez, je dirais, à du particulier lambda, entre guillemets. C'est pas pour Grand être public. condescendant, mais je dirais au grand public. Voilà, c'est ce que je veux exprimer. Et c'est vrai que ça, alors, sauf erreur de ma part, hein, mais ça, c'est le genre de ce que vous proposez. Vous avez beaucoup de concurrents qui font ça? Non, alors, en fait, sur des plateformes en particulier, on est les seuls à le faire. Ouais, c'est bien ce qui me On a semblait. piqué cette idée à des fonds d'investissement ou des hedge funds qui le font de manière beaucoup plus systématique. Mhm. Et une rémunération à la performance plus que des simples frais de gestion fixes, on est les seuls à les faire. Ok. Tiens, d'ailleurs, en même temps que je projette l'écran, hein, je vois qu'il y a un système de parrainage. Tu sais que pour D'accord. l'anecdote, c'est à peu près un peu plus d'un tiers de notre flux qui vient comme ça du bouche à oreille. Du bouche à oreille. D'accord. Donc, le parrainage fonctionne très bien. Et en fait, plus tu parraines, plus la commission qu'on prend sur tes gains diminue. Et donc, c'est à vie, donc tu peux cumuler ça. Et Ok. d'ailleurs, on pourra cumuler le parrainage avec la Avec réduction le qu'on bonus. offre Génial. pour tes Merci. auditeurs. Super. Alors, je vais couper le partage, hein. C'était pour illustrer un petit peu ce qui pouvait, enfin, les différents profils dont tu parlais. Alors, ce qui est bien d'ailleurs, c'est qu'on voit tout de suite, hein, là, on clique sur le portefeuille. Bon, on le sait. En ce moment, l'ensemble des marchés se sont pris une tolle. Hein, il faut pas se leurrer. Donc, ben, forcément, on le voit aussi au niveau des différents portefeuilles. Ah, pour ça, Euh, si tu veux oui, être un peu plus sympa avec moi, tu peux cliquer sur la molette en bas et oui. essayer d'aller voir à 2, 3, 4 ans. Ok, d'accord. Bien, Ça marche. parce qu'en fait, Ça marche. effectivement, on Ouais, joue la ouais, transparence en mettant que la dernière année. Euh, c'est très mais, bien. euh, mais il faut, je pense, arriver à prendre un petit peu de recul, notamment sur Ambitieux. C'est un portefeuille que nous, on recommande de garder sur 4-5 ans, c'est service long terme. Mm. Et le graphe qui est ici, il illustre parfaitement ça. C'est qu'en fait, c'est quand même assez, voire très dynamique. Il y a beaucoup de Mhm. fluctuations. Tu ne peux pas te permettre d'investir sur une fenêtre juste de 3-4 mois parce que la proba que tu fasses moins 9,4 comme il y avait juste avant, elle est Bien élevée. sûr. Alors qu'on voit que la tendance sur le long terme, c'est vraiment une tendance haussière, mais avec des belles montagnes russes. Oui, bah c'est au final la construction de portefeuille. Comment d'ailleurs elle est constituée? Si on prend un exemple, alors moi je sais comment ils sont, hein, dans les crypto-investisseurs, hein, qui veulent venir se diversifier. Eux, ils vont potentiellement aller voir du côté du ambitieux ou intrépide. Hein. Ouais. Euh, Mais tu sais que, je vais te couper, mais c'est quand même 85% de utilisateurs qui viennent pour ces deux portefeuilles. En fait, vu que ouais. nous, on n'a pas de portefeuille sans risque, Mm. eh ben, les personnes qui sont vraiment frileux ne trouvent pas forcément la place chez Multiplacement. Nous, on est comme une plateforme qui est là pour t'aider à vraiment dynamiser ton épargne. Donc, notre Oui, valeur ajoutée, elle est vraiment sur les portefeuilles ambitieux ou intrépides. bien sûr. Oui, ça a du sens, hein. D'ailleurs, quitte à prendre du risque, autant avoir le Sharpe ratio au final qui soit maximisé, quoi. Exactement. Ok. Et donc, sur la Donc, construction de portefeuille, tu veux que je te dise un petit peu comment on fait? oui, oui, oui. Ce que vous mettez dedans, comment vous y prenez. Donc là, c'est bien d'ailleurs, vous affichez les produits On est financiers très qui transparent constituent. ouais, Ouais, sur c'est qu'est-ce qui c'est top. compose nos portefeuilles. Donc, en fait, nous, on a plusieurs étapes pour construire nos portefeuilles. La première, c'est un algo maison qui permet de sélectionner parmi l'univers des 15 000 ou 20 000 fonds qui existent dans le monde en fonction de certains critères de géographie, de backtesting sur les performances court terme, les performances long terme, sur les géographies. Enfin, il y a tout un thème de critères qui font qu'on sélectionne une centaine de fonds qui peuvent convenir pour chacun de nos portefeuilles. Tu vois. Ok. Ensuite, parmi ces centaines de fonds, on essaye d'échanger avec la majorité des sociétés de gestion qui
dirige ces fonds pour essayer d'avoir une vue purement mathématique avec l'algorithme, mais aussi une vue plutôt qualitative. Tu vois. Qu'est-ce que nous disent les gérants, quelles sont les stratégies, quelles sont leurs vues, comment ils arrivent à nous convaincre. Et en fait, fort de ça, nous, on fait une proposition d'allocation à notre comité d'investissement. Et donc, dans cette proposition d'allocation, il y a l'algorithme, les sociétés de gestion d'un point de vue quali et une étude des corrélations. Parce qu'une des grosses choses qu'on propose chez Multiplacement, c'est de proposer des portefeuilles pour lesquels il y a un exercice de corrélation assez fort. C'est-à-dire qu'on va te mettre un petit peu d'émergent avec un petit peu d'Europe, on va te mettre un petit peu de tech avec des valeurs plus défensives. L'idée étant que tu n'aies pas que des actifs qui vont aller dans la même direction, notamment dans les moments comme on a aujourd'hui. Donc, en fait, on propose, une fois qu'on a construit ces portefeuilles avec ça, on propose un comité d'investissement qui se réunit une fois tous les 3 mois et qui, là, regroupe des personnes physiques, soit qui sont actionnaires de Multiplacement, soit qui sont seulement conseillers et qui sont de l'univers, soit des cryptos, soit des sociétés de gestion, soit la finance plus traditionnelle et qui nous aident à dire, OK, non, là, ça ne fonctionne pas pour telle ou telle raison. Là, je connais bien cette société de gestion, tu devrais la remettre. Tu vois, donc, il y a un dernier filtre humain qui permet d'auditer et sélectionner nos fonds. Et donc, on fait ça tous les 3 mois. Donc, tous les 3 mois, on propose des nouvelles allocations si c'est pertinent ou on bouge un petit peu les poids des fonds dans nos portefeuilles si là aussi c'est nécessaire. Donc, il y a un vrai exercice de construction de portefeuille. OK. Et justement, la pondération, ça, c'est quelque chose qui se fait en automatique ou ça nécessite à chaque fois une validation manuelle de la part des utilisateurs? C'est une proposition qui leur est faite, ils doivent valider? Exactement. Donc, nous, chez Multiplacement, on D'accord. est ce qu'on appelle en gestion libre conseiller. Donc, on te fait un OK. conseil, mais tu restes libre. Ce qui a l'avantage, notamment pour des crypto-investisseurs, de pouvoir faire leur propre allocation s'ils souhaitent. Et sinon, pour la grande majorité de nos utilisateurs, quand nous, on met à jour le portefeuille, on lui fait une proposition d'arbitrage en disant, vas-y, si tu veux suivre la nouvelle allocation, clique là. Mais il y a une action manuelle de l'utilisateur à faire. Ça a été une grande discussion, tu vois, quand on est chez Multiplacement. Est-ce qu'on fait de la gestion sous mandat, la gestion déléguée? Donc, le mec se met complètement en mode pilote automatique ou est-ce qu'on lui laisse les manettes? Et notre décision de positionnement, c'est de dire on va lui donner des ingrédients, des portefeuilles, de la pédagogie, une app simple, mais nous, on veut qu'il ait les manettes sur son placement, donc que ce soit lui, in fine, qui prenne la décision. Okay. Et dans une période comme celle-ci où, bon ben, alors là, les cryptos se prennent des claques de moins 40, moins 50, moins 60. Donc, nous ça peut, enfin, ça peut, ceux qui sont dans les cryptos, limite les faire rigoler. Il y a des mèmes d'ailleurs qui circulent comme ça sur Twitter avec moins 3% sur la bourse et puis un crypto moins 30%. Comment réagissent justement les investisseurs qui sont allés sur des portefeuilles ambitieux, intrépides? Moi, je l'ai vu sur des services de crypto où les gars disent ouais, moi je veux effectivement les 70% de rendement avec du drawdown potentiel de moins 30%, mais quand le drawdown arrive, ben là, c'est tout de suite c'est plus difficile psychologiquement, émotionnellement. Donc, comment ça se passe dans une période comme ça? Alors, juste pour remettre un petit peu en préambule sur notre population, nous, je pense qu'on a un petit peu de chance par rapport au marché dans sa globalité parce qu'on a des investisseurs qui ne mettent pas des énormes tickets chez nous. Tu vois, le versement moyen, c'est 2 500 € et on a 90% de nos clients qui versent chaque mois. En fait, le risque est à la fois, ils ne mettent pas 100 000 € chez nous, donc pas une part trop forte de leur patrimoine, et en plus, ils lissent leur risque sur la durée. Et en plus, dernier argument, on est une jeune plateforme, je te dis, on a 2 ans, on a 15 000 clients, dont une grande partie qui vient des 8 derniers mois. Et donc, du coup, c'est des personnes qui viennent pour investir sur le long terme. Donc, tu vois, si tu as ça au bout de 5 ans, tu dis ça fait mal. Mais là, il y en a, ça fait 2-3 mois. Donc, bien sûr, c'est chiant de commencer ton investissement et de te prendre moins 10, mais ils savent qu'ils investissent sur du long terme. Donc, le fait qu'ils investissent une part pas trop importante, qu'ils remettent chaque mois et qu'ils ont un horizon long terme et que ça fait que quelques mois qu'ils sont chez nous, fait que je pense qu'on arrive à particulièrement bien gérer leur mécontentement et leurs émotions, même si ça nécessite quand même d'être très présent, très pédagogue et d'être très réactif. Tu vois. Mais donc, je suis lucide sur le fait que je pense que ça aurait pu être pire. Tu vois. OK. Et donc, ça c'est très intéressant. C'est effectivement que vous avez la possibilité, soit on peut faire du one-shot, niveau investissement, soit faire le classique qui marche extrêmement bien. C'est d'une simplicité très puissante, au final, le DCA, quoi, de définir une somme régulière placée sur donc ou les portefeuilles qu'on peut lancer, puisqu'on peut très bien dire, OK,
j'ai un ambitieux, un intrépide, je ne me rappelle plus des noms des autres. Tu vas avoir un Je énergique reviens à volontaire, la justement. volontaire énergique, donc on pourrait très bien avoir potentiellement même dire, OK, bah, je mets, je sais pas, 50% sur énergique, 30% sur ambitieux et puis 20% sur intrépide, donc avoir une espèce d'allocation de ce type et faire son DCS sur ces 3 types de portefeuille. Exactement. Et d'ailleurs, alors je pense que c'est un petit peu la chose, mais la période du moment illustre très, très bien à quel point c'est pertinent d'avoir un DCA. Nous, le prélèvement automatique se fait le 10 du mois. Et on l'a vu, 10 mars, on touche un point bas. Bah, ceux qui en avaient, ils disent ah bah, c'est bien d'avoir là. 10 mai, Mm. pareil, on a touché un point, ça a un peu monté depuis. Donc, encore une fois, on n'est pas là pour tamer le marché, mais ça illustre bien que le fait de ne pas se poser de questions, de se mettre en mode pilote automatique, c'est un très bon moyen déjà d'épargner régulièrement. C'est un très bon moyen de lisser son risque. Et dans une période de très forte volatilité comme on a en ce moment, bah, c'est un très bon moyen de baisser son prix moyen d'acquisition. Donc Oui. c'est vraiment… Et puis la gestion psychologiquement, de dire, OK, bah, le mois dernier, effectivement, j'ai acheté, c'était plus haut, mais là, au moins, ce mois-ci, je vais acheter, ça sera plus bas. Donc, Ouais. ça, c'est clairement pour la gestion psychologique et émotionnelle quelque chose d'important. OK. Alors, je reviens à mes petites questions, hein, puisque bien sûr, Ouais. j'ai préparé quand même les questions qui allaient être posées, même si on digresse. Hein, très franchement, il y a des sujets que j'ai envie de creuser, donc je pose des questions qui n'étaient clairement pas prévues. Merci Thomas de jouer le jeu. OK. Bon, on a parlé des différents types de produits, donc les différents fonds qu'il y a à l'intérieur. Après, quelle typologie de fonds? C'est de l'action, de l'obligation, matière première? Qu'est-ce qu'on va trouver derrière? De la startup peut-être? Parce que, bon, je crois pas, mais il y a pas encore Non, de pas crypto, encore, hein, mais ça viendra. mais en tout cas, la demande est forte. Hmm. Non, en gros, donc aujourd'hui, c'est vraiment assez traditionnel. Nous, ce qu'on essaye on essaie de faire travailler plus que sur les classes d'actifs, sur les fonds qu'on va mettre dedans. Donc, tu vois, on est assez exigeant et je pense que c'est quelque chose qu'on apporte de bien utilisateur. On travaille avec Rothschild, avec JP Morgan, avec Pictet. Donc, on travaille avec des sociétés de gestion qui ont un niveau d'expertise assez important. Après, ce qu'il y a à l'intérieur, bah, c'est assez corrélé au profil de risque. Plus tu es sur Intrépide, plus tu vas être sur de l'equity, enfin de l'action, action monde ou US avec un petit peu de tech. Sur Ambitieux, tu es grosso modo sur un 75-25, 25 un peu plus patrimonial, tu vois, pas forcément des obligues, Mhm. mais un peu plus diversifié. Et ensuite, donc énergique, volontaire, volontaire étant moins risqué. Là, c'est à la fois monétaire et obligataire. Et sur énergique, il y a pas mal de fonds diversifiés, patrimoniaux ou global macro qui visent à la fois, tu vois, parce que pour faire un 5-6%, finalement, c'est dur. Parce que tu dois être sur des trucs qui doivent aller chercher un petit peu de perf Mhm. avec un niveau de risque assez peu élevé. Donc, nous, on a un fonds, par exemple, JP Morgan Global Macro, qui est super bien parce qu'il est très décorrélé des fonds actions, obligations. Il peut être long, short. Il investit souvent en relatif, tu vois. Bref. Donc, on a aussi des fonds comme ça où tu achètes vraiment une expertise d'un gérant qui, peu importe la direction du marché, peut réussir à générer de la performance, même si le marché fait moins 10. OK. Euh, et donc, OK, au niveau des types de produits, est-ce qu'on peut, parce que bon, là, dernièrement, moi, j'ai oublié que je suis content d'être depuis un an. Voilà, je suis ultra surexposé au dollar. Hein. Je devais avoir, je sais pas, 90% de mes liquidités qui étaient en dollars et 10% en euros, quoi. Bon, là, je dois avouer que j'ai basculé plus en euros en tablant sur le fait qu'on était sur une zone de support pour l'euro et puis une zone de résistance pour le dollar. On verra bien ce que ça donnera. Mais justement, en termes de devises, est-ce que là, c'est uniquement des produits où on s'expose à l'euro? Est-ce que vous avez aussi la possibilité de s'exposer comme ça en termes de devises au dollar? Comment vous fonctionnez? Alors, nous, Franc donc, toutes suisse les aussi? parts sont des parts en euros. En revanche, on a certains fonds, alors je ne vais pas te citer là parce que je vais dire une bêtise, mais qui, eux, ont une vraie expertise sur la classe d'actifs des devises. Et donc, eux vont essayer, ou en tout cas vont travailler
à jouer sur les différents taux et s'assurer qu'ils peuvent créer de la valeur sur le marché de devises. Donc ça, c'est Ok. un des classes d'actifs qui est bien et un petit peu décorrélé en plus du marché, tu vois, des actions. Et pour compléter ta question de tout à l'heure, on travaille aussi beaucoup sur deux trucs. Un, les géographies. Donc, on était très focus US sur la 2021. On a pas mal rebalancé sur l'Europe et lancé des fonds émergents Ok. en début 2022. Parce que malgré le contexte de guerre, on pense que le potentiel en Europe est assez important. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est, tu sais, sur les stratégies value ou les stratégies de croissance, on a réalloué à peu près 50% de nos fonds vers les stratégies value. Donc là aussi, pour aller chercher le potentiel de rebond, notamment les bancaires Mhm. ou les entreprises comme ça. Et on le voit, ils m'ont sorti une stat pour préparer cette visio, les équipes, c'est que je crois le MSCI World, à l'heure où on se parle, a fait moins 16% depuis le début de l'année. Et nous, sur nos portefeuilles value, on est à moins 6%, sachant que c'est le même niveau de risque, parce que la value a largement surperformé versus les boîtes de croissance. Et on le voit avec la tech. La tech, qui sont Mm. par définition des boîtes de croissance, ont été pas mal matraquées. Donc voilà un petit Ok. peu, tu vois, tout ce qu'on essaie de mettre, des classes d'actifs, des géographies, des stratégies. L'objectif étant que l'utilisateur n'ait pas toutes ces questions à se poser et Mm. puisse se dire, OK, j'achète un petit peu de l'expertise de multiplacement. Ok. Et d'ailleurs, ben, alors, pareil, c'est une question pas prévue, mais enfin, si, au final, j'avais prévu la question de savoir, OK, l'équipe qui est derrière. J'enchaîne sur ce sujet-là, puisque tu parles de la manière dont les arbitrages peuvent être faits en interne. Donc, comment l'équipe est constituée? De quel type de profil il y a chez Ouais. vous? Comment vous fonctionnez justement pour ces prises de décision? Tu parlais tout à l'heure d'avoir une espèce de board qui se réunit tous les trimestres de manière à pouvoir faire des ultimes arbitrages. OK, voilà. Donc, en Qui gros, il y a dedans? ouais. Donc, en gros, nous, on est 50 chez Multiplacement. On est répartis, je vais arriver après aux équipes un peu métier, mais on a une dizaine de personnes dans l'équipe tech, une dizaine de conseillers sur l'avant-vente, 8 personnes sur la partie partenariat marketing, et le reste, c'est soit des conseillers clientèle, soit des conseillers en gestion de patrimoine, qui vont être vraiment là, tu vois, sur la partie conseil personnalisé. Et enfin, on a une équipe que nous on appelle l'équipe offre, de 3 personnes, qui, elle, pilote, qui fait la veille sur nos portefeuilles, la veille sur les marchés, et qui gère les algos pour présenter au comité d'investissement l'évolution de nos portefeuilles. Et en gros, c'est cette équipe off qui est pour nous l'équipe experte qui va ensuite donner les indications, soit aux conseillers de patrimoine, soit aux équipes tech pour diffuser d'un point de vue massif, tu vois, sur l'application, les recommandations qui sont à suivre par les clients et donc par les conseillers. Ouais, donc il y a une quinzaine de personnes qui sont dédiées à la vie des clients pour les accompagner. Mais ce que nous, on essaye de faire, c'est avoir une direction, une stratégie commune via le comité d'investissement et ensuite, tu vois, qui ruisselle aux particuliers. Mais on ne veut pas que les conseillers de patrimoine puissent décider une stratégie complètement différente de ce que notre comité d'investissement a dit en termes d'allocation. OK. Donc voilà, donc, en fait, il y a des grandes directives et ensuite les CGP en fonction de la situation de tel ou tel client parce que chaque situation est un peu unique. Et vos CGP, vous les recrutez comment? Du coup, c'est des salariés? Ils sont… Ouais, c'est des salariés OK. qui sortent. Alors, on a un peu différents profils. Tu vois, on en a pas mal qui viennent de. Je crois que c'est le master de Clermont-Ferrand qui est pas mal en conseil en gestion de patrimoine. Et nous, on recrute beaucoup par du bouche à oreille, en fait, des personnes en interne qui en OK. parlent autour d'eux. Mais donc voilà, donc plutôt expert, mais encore une fois, pas sur la partie finance de marché, plutôt sur l'aspect conseiller du client, quoi. OK. Très bien. D'ailleurs, on recrute, hein, j'en profite pour faire un peu de Ah, pub. vas-y, n'hésite pas, c'est clair. Et si pour ceux effectivement qui seraient intéressés potentiellement pour postuler, ça se passe sur quoi? Sur votre LinkedIn, sur le site internet? Non, on a une page sur Welcome to the Jungle Ok, euh, d'accord. où il y a l'ensemble des postes. Je crois qu'en ce moment, il y a 8 postes qui sont ouverts chez Multiplacement dans différents métiers.
Mais donc, ouais, la boîte croit beaucoup. En fait, comme nous, on s'appelle Mon Petit Placement. Donc, on a un Hmm, besoin, vu qu'on a des petits placements, on a un besoin de volume qui est énorme. Et du coup, il faut des humains derrière pour piloter ça. d'accord, très bien. Au niveau des frais, votre business model, comment vous vous rémunérez? Puisque tu parlais tout à l'heure effectivement de frais à la performance. Ouais. En tout cas, tu as Donc, je vais évoqué te des frais. donner Mais vas-y. ces sujets des frais, il est très complexe. Alors, je vais essayer d'être très pédagogue. N'hésite pas à me dire si les choses ne sont pas claires. Je vais te donner deux visions des choses. La vision multiplacement et après la vision utilisateur. D'un point de vue multiplacement, nous, on a deux sources de revenus. La première, c'est à peu près 50-50. Enfin, quand Hmm, les marchés vont bien. En ce moment, c'est plutôt 100-0. Mais, la première, c'est les fonds d'investissement partenaires, les Rothschild, Pictet, JP Morgan, qui nous rémunèrent en tant qu'apporteur d'affaires. Parce que nous, on leur apporte du flux à gérer et donc ils nous rémunèrent. C'est de l'ordre de 0,5-0,6% du montant qui est placé chaque année, donc frais de gestion. Et ensuite, nous, la deuxième partie où on se rémunère, c'est des frais de performance. Donc, on prend un pourcentage des gains du client s'il fait des gains. Et donc, cette commission, on la prend chaque trimestre. Et donc, pour donner un exemple concret, si tu mets 1 000 € sur multiplacement, si au bout d'un trimestre, tu es à 1 200 € juste en gain, bah, on prend un pourcentage de tes 200 €. Si au bout du trimestre d'après, tu es à 1 100 €, bien sûr, on ne prend rien parce que tu as perdu par rapport au trimestre d'avant. Et si au bout du trimestre 3, tu remontes à 1 150 €, on ne prend toujours rien parce que tu n'es pas remonté plus haut que le 1 200 € que tu avais déjà atteint une fois. Donc, tu vois, l'idée, ok. c'est d'avoir un fils trimestriel, parce que nous, il faut bien qu'on vive et on ne va pas attendre les 5 ans que tu aies vendu ton investissement, mais que ça soit faire. Et tant que tu ne dépasses pas ton plus haut historique, on ne te facture pas. Donc ça, c'est notre rémunération. Et comme on en parlait tout à l'heure, depuis le 1er janvier, bien sûr, il n'y a pas de rémunération à la performance pour multiplacement, ce qui montre que vraiment, on aligne nos intérêts avec ceux du client. Quand lui est touché, nous aussi, on est touché. Donc ça, c'est d'un point de vue mon petit placement. Maintenant, d'un point de vue client, il est soumis à 3 types de frais. Le premier, je me rends compte que je n'en ai pas encore parlé, mais en fait, nos fonds, les portefeuilles qu'on propose, ils sont logés dans un contrat d'assurance vie. Donc, il y a les frais du contrat d'assurance vie. Donc, bien sûr, il n'y a pas de frais d'entrée, pas de frais d'arbitrage, pas de frais sortie. Il y a juste des frais de gestion C'est qui sont déjà de bien. 0,5%, ce qui est déjà bien, ouais. Même si j'estime que prendre 3% de frais d'entrée dans le monde dans lequel on vit, c'est un peu, old school. Mais donc, il y a des frais de gestion, 0,5% de frais de gestion annuels. Pour info, c'est le contrat le moins cher du marché. Ok. Ensuite, il y a la commission de multiplacement, donc un pourcentage sur les gains s'il y a des gains. Et ensuite, il y a les frais de gestion des OPCVM, enfin des fonds qui sont derrière. Ça, en moyenne, c'est de l'ordre de 1,2%, sur lesquels, comme je Ok. disais tout à l'heure, il y a la moitié qui revient, qui nous est donnée par cette gestion et la moitié qui reste pour le fonds. Donc voilà, de manière très transparente, ce que touche le client. Et alors, les clients me disent souvent, mais c'est dur de comparer parce que vous n'avez pas un frais de gestion 1% fixe que je peux comparer aux autres. Effectivement, notre modèle, c'est plutôt de dire, on a un frais incompressible à 0,5% de contrat assurance vie. Et ensuite, on te met un variable qui est multiplacement. Donc, tu vois, Boursorama, je crois, c'est 0,85%. Si les marchés vont bien, peut-être on sera plus cher de Boursorama. Si les marchés vont mal, comme en ce moment, on est beaucoup moins cher parce que tu n'as que l'incompressible. Donc, voilà un peu la philosophie de tarification de multiplacement. Donc, au final, on va dire que si on est flat, c'est 0,5% annuel. C'est ça? C'est 0,5% de frais de contrat assurance vie plus les frais des produits. Mais en gros, nous, on compare ce qui est comparable parce que les produits, que tu le prennes chez Multiplacement, chez Boursorama, sur une Mhm. plateforme eToro, ça sera les mêmes parce qu'il n'y a personne à la main. Les seuls éléments sur lesquels on a la main, c'est les frais sur le contrat et les frais du distributeur, nous, Multiplacement. Donc, si tu veux comparer ce qui est comparable, si on est en flat, nous, l'incompressible, c'est que 0,5 sur la partie distribution. Alors que si tu vas chez ton banquier, souvent les frais de gestion, c'est 1%. Que ton truc fasse moins 10 ou plus 20. Ok, très bien. D'ailleurs, question par rapport à ça. Au niveau des portefeuilles, donc il y a les pourcentages qui sont annoncés. C'est des pourcentages nets de frais de gestion ou bruts? Ouais. Tout ce qui est indiqué sur Multiplacement, c'est net Ok. des frais assureurs et sociétés de gestion. Les seuls frais qu'on ne peut pas netter, c'est les nôtres, parce que ça dépend. Hmm. Pour fois, je n'ai pas trop parlé de notre taux à nous, mais notre taux, il dépend de combien tu as de filleuls et combien tu places. Parce que plus tu places, plus le taux diminue, ce qui est logique. D'accord. Ok. Mais ok, pour un placement, allez, on prend, je sais pas, 10 000 € par exemple. Hmm. Est-ce que ça, c'est un truc qu'on peut trouver sur le site, savoir, ok, quel est Ouais. les frais de performance? Oui.
sur la page des frais, tu as un petit simulateur et tu peux dire en fonction de combien je mets, combien j'ai épargné de personnes ou si j'ai un bonus à l'entrée, quel va être le taux que prend mon petit placement. Donc, on peut. Ok. Ouais, alors si tu descends, ouais, exactement là. Donc, c'était dans le. Ah, mais c'est marrant, tu Ah vois, j'ai oui, un code. ici. D'accord. Ok. Ah Ouais. oui, alors tu sais quoi, j'avais pas capté Du qu'on coup, c'est pouvait un. qu'on pouvait bouger. Les valeurs, je crois que c'était une image fixe. Mais voilà, pourtant c'est bien Je fait, prends hein. ce C'est très bien retour. fait. Je C'est, prends ce retour. Après, je sais pas, est-ce que c'est parce que je suis vachement fatigué parce que j'ai eu 2 nuits assez difficiles là, ou est-ce que tu vois, il y a une évolution ergonomique Ouais. à faire sur le truc. Peut-être en tout Mais cas. en tout cas, super. Ok, d'accord, très bien. Moi, c'est En très gros, tu clair. peux simuler, tu vois, en fonction de. Franchement, c'est propre, hein. Autant le site internet qu'il y a un travail d'un point de vue, je trouve, ergonomique, graphique, épuré. Et moi, pour avoir testé l'interface aussi, expérimenté l'interface derrière, j'ai trouvé ça vraiment bien fait, hein. Voilà, c'est du bon boulot, hein. Vraiment du bon Je boulot. transmettrai à mes équipes tech et produits. Ok, donc voilà, capital 10 000. Ok, on dit zéro filiale. Ton gain réalisé. Donc, ok, 0,45%. Mon petit supplément de son capital, soit 42. Ok, sur 400 euros. Ok, d'accord. Très bien. Bon, bah, ça me paraît clair. Là, en l'occurrence, bon, ça fait approximativement dans les 13%, du 10%, coup, tu vois. sur la plus-value de 400 euros. Sachant que tu vois, en fait, si tu mets un ou deux par un, euh, tu vois que ça impacte assez fortement Oui, effectivement, ah le. oui, ça diminue vite. Tout à En gros, fait. ce que nous, D'accord. on essaie, enfin, on a vraiment une logique d'alignement des intérêts. Donc, en disant plus tu gagnes, plus on gagne, mais aussi plus tu parraines et plus tu diffuses la bonne parole et le placement autour de toi, plus ça t'aide sur tes frais. Tu vois. Donc, on Ok. essaie de jouer sur cet aspect-là qui marche plutôt bien. Parfait, très bien. Bon, bah, ça me paraît très clair au niveau des frais. En plus de ça, là, le fait de pouvoir. Alors, ah oui, il y a quand même un point. Donc, du coup, les frais au niveau des fonds, ça, ils peuvent Ouais. être différents en fonction des fonds. C'est chaque Ouais, fonds alors qui ils sont détermine son donc, propre frais. Ça, c'est un truc exactement. pour, voilà, qui est normal, hein, qui est habituel, rien d'extraordinaire là-dessus, mais je veux quand même le préciser, Et que donc ça ne soit pas ça, surprenant pour les gens. ouais. Et donc ça, en fait, au moment où on reçoit le contrat multiplacement, donc avant de signer, tu as une annexe dans le contrat avec le liste de fonds par fonds, combien ils prennent et combien est reversé le multiplacement. Mais en fait, tu vois que ça va de 0,5 à 2%, grosso modo, parce qu'effectivement, un fonds monétaire ou obligataire chargé en frais, parce que de toute façon, on fait moins de performance, donc sinon, il y aurait pas de performance s'il y a trop de frais. Et à côté de ça, les fonds plus risqués, eux, chargent un peu plus en frais. Et du coup, nous, on doit démontrer, tu vois, le fait qu'on est impartial dans le choix des fonds qu'on fait et que notre choix n'est pas fait en fonction de ceux qui payent Mmh, le plus, mais bien en fonction de la plus de performance. Ce qui, mmh. pour nous, je pense, donc ça, c'est une vraie question dans l'écosystème, mais nous, étant donné qu'on se rémunère sur la performance, on a plutôt intérêt à pousser des fonds performants plutôt que des fonds qui vont charger en frais. Donc, c'est déjà un élément normalement qui doit bien rassurer l'utilisateur. Ok. Euh, Sur, du coup, le dépôt de l'argent, comment ça fonctionne? Virement bancaire, tout simplement. Alors, Et c'est uniquement du prélèvement. En d'accord. fait, Ok. dans le moment de l'onboarding, tu donnes ton RIB et, euh, et c'est notre assureur. Donc, on a deux assureurs, Generali et Apicil, qui vont, si tu dis je veux investir 2 000 euros plus de 200 par mois, qui vont prélever tes 2 000 euros et les dispatcher en fonction de ce que mon petit placement a dit sur le ou les fonds que tu as ciblés. Donc, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de mouvement. Enfin, les mouvements financiers sont très simples pour toi et ils ne transitent pas par mon petit placement. Ok. Alors, question encore une fois qui n'était pas prévue, mais tu vois, qui me vient à l'esprit. Alors, je touche du bois là, tu vois. Non pas que je souhaite pas du tout que ça arrive, mais sait-on jamais. Ok, mon petit placement, ça se passe mal. Vous faites faillite. Ouais. Les gens qui ont contractualisé, comment ça se passe pour eux? Et ben, tu fais très bien poser la question parce que j'ai une réponse qui normalement et j'espère est rassurante. En fait, étant donné que l'argent n'est pas stocké chez nous,
Mhm. tu garderas ton contrat chez Apicil ou chez Generali. Et donc, dans ce cas de figure, que, en tout cas à titre personnel, je n'espère pas du tout, tu recevras des identifiants par courrier et par mail pour te connecter à un espace chez Apicil et chez Generali pour continuer à piloter. Donc, ce que tu perds, c'est tu perds le conseil multiplacement, l'ergonomie, l'accompagnement, la pédagogie, mais tu peux continuer à investir si tu le souhaites ou retirer tes fonds. Mais du coup, tu n'as vraiment aucun risque lié à mon multiplacement. Tu as un D'accord. risque qui est lié à l'assureur. Qu'est-ce qui se passe si Generali fait faillite? Mais là, pour info, il y a un fonds de garantie jusqu'à 70 000 euros par contrat assurance vie. Ok. Euh, Ouais, alors là, bon, le fonds de garantie, on va pas trop compter dessus. On sait que les réserves sont quand même très non, limitées, hein, voilà. ce que je veux dire, c'est que Mais bon, de toute le risque façon, Generali, il plante, il est plus faible. Enfin, on aura deux. Ouais, je pense qu'il est ouais, faible. en tout cas, bon, si effectivement on a des boîtes comme Generali qui commencent à se casser ce qui est possible, qui peut très bien arriver, mais bon, ça fait partie des risques de marché d'une manière générale, quoi. Voilà, un énorme crack, l'apocalypse, on en revient à l'âge de pierre. Je pense qu'on aura de toute façon d'autres sujets de préoccupation que savoir où on en est avec nos placements en assurance vie. Ok. Ok, bon, très bien, prélèvement, parfait. Le suivi des investissements, comment ça se passe? Donc, on reçoit, j'imagine, du coup, un rapport trimestriel qui nous dit comment ça a performé, ce qui a été prélevé comme frais, les allocations, bah ça se fait, les changements d'allocation, ça se fait au fur et à mesure. Ou alors, c'est à l'occasion justement des rapports trimestriels. Alors, sur le suivi, tu as différentes strates. Tu as une strate que nous on appelle un peu industrielle, donc commun à tout le monde, et une strate plus personnalisée. Donc, tu as tous les trimestres, effectivement, donc ce n'est pas un rapport de gestion, mais c'est une notification s'il y a des évolutions sur les portefeuilles qui te concernent. En gros, on dit, on met à jour le portefeuille pour telle et telle raison, et donc clique sur ce bouton si tu veux suivre les allocations, ou sinon ne fais rien. Donc ça, c'est un sujet global aux clients concernés. Ensuite, il y a un rapport biannuel qui est là, plus que financier, mais qui est de dire voilà un peu les frais, voilà ta situation, comment elle a évolué, voilà ta performance, voilà le conseil qu'on te recommande. Ensuite, tu as tous les 6 mois un conseiller qui te propose de bloquer 15, 20, 30 minutes dans son calendrier pour avoir vraiment un échange personnalisé. Donc, au début, tu vois, c'est nous qui faisions du call sortant pour acheter l'utilisateur. En fait, on avait beaucoup trop de casse et on s'est dit non, on va essayer d'être très visible pour proposer ça. Mais c'est à l'utilisateur de demander son point, sachant qu'il peut le demander quand il veut hein, sur le chat. Mais en tout cas, nous, tous les 6 mois, on revient à lui pour lui dire est-ce que tu veux pas faire un point avec ton conseiller. Et ensuite, on a des suivis plutôt marché une fois par mois avec une newsletter macro, mais aussi une newsletter marché qui permet de dire où on est, la macro, qu'est-ce qui se passe, quels sont les mouvements de marché du moment. Tu vois, donc on a vraiment des niveaux un peu pédagogiques, conseil personnalisé, conseil global. Ok, bon, Voilà parfait. le suivi. Euh, donc, le paiement des fees, on en a parlé. Ben, forcément, si du coup ça se fait en automatique par rapport au capital et aux gains Un qui prélèvement, ont ouais. été générés, très bien. Ça se fait, voilà, ça c'est un truc, je pense que c'est important de préciser, ça se fait pas par un prélèvement supplémentaire sur le compte bancaire de la personne. Si, D'accord, si, c'est si. important. Ok. En gros, donc le fonctionnement, là, on parle vraiment de la commission de performance multiplacement. Étant Oui. donné que nous, on n'a pas la main sur un contrat, enfin, Mhm. l'argent n'est pas chez nous, on prélève directement sur ton compte courant, comme un abonnement Netflix ou autre, et on est en train de travailler avec les assureurs pour pouvoir prélever sur le contrat assurance vie. Parce qu'il y en a qui disent, bah, c'est quand même enfin, ça peut, tu vois, si ça représente 50, 60 euros parfois les trimestres où ça a bien performé. Donc, ils disent, je préfère que vous le preniez sur le contrat. À côté de ça, on a d'autres qui disent, bah, moi, j'aime bien le fait que vous ne preniez pas sur mon contrat, parce que tu sais, quand tu prends sur un contrat, tu diminues le nombre de parts qu'a Mhm. l'investisseur sur chaque fonds. Et du coup, dans un monde, si tu tires à l'infini, bah, en fait, son nombre de parts va faire que diminuer. Donc là, c'est le fait de prélever pas sur le contrat assurance vie, mais sur son compte courant, c'est un peu comme si de manière indirecte, il remettait Oui. sur son contrat. Mais donc, pour Ok. l'instant, c'est vraiment une modalité purement technique. On n'a la main que sur ton compte bancaire et pas sur ton contrat assurance. Ok. Très bien. Alors, la régulation. Donc, vous êtes régulé en France. Oui. Vous êtes Alors, passé on a par deux. tous les affres de la régulation. Ouais, donc
à la fois donc, de manière indirecte l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. En fait, nous, Ok. on a un agrément de CIF, donc de conseiller d'investissement financier. Ce n'est pas l'AMF qui le délivre directement, parce qu'il y a beaucoup de CIF, mais il passe par un organisme à qui ils ont donné l'agrément qui le permet. Mais aussi parce qu'on propose des contrats assurance-vie par la CPR qui gère toute la partie assurance. Et donc là, on est COA, courtier en opération d'assurance, et MIA, mandataire intermédiaire d'assurance. Donc, en gros, on a toutes ces étiquettes qui nous obligent à la fois dans la partie connaissance client, dans la partie transparence des informations et dans la partie suivi de la vie du client. Ok. Et du coup, la France, là, effectivement, bon, bah, mon petit placement.fr, effectivement, c'est purement français. Rien que le nom est vraiment orienté France. Est-ce Ouais. que vous allez rester en France? Est-ce que du coup, potentiellement, vous pensez même à migrer peut-être dans un autre pays, peut-être la Suisse, ou à ouvrir des succursales ailleurs? Alors, donc il y a des discussions pour l'international, dans un premier temps pour l'Europe, parce que tu sais, il y a ce qu'on appelle la passeportabilité des agréments. C'est-à-dire que nos agréments sont D'accord. passeportables au sein de l'Union européenne, ce qui facilite toute la partie réglementaire que j'ai mis 3 ans à ramer. Tu vois. Et après, donc là, on est en train de faire des études de marché pour aller sur les pays dont les consommateurs ont des comportements similaires aux Français en matière d'épargne, notamment la Belgique, l'Allemagne, potentiellement les pays du Sud qui épargnent, qui investissent encore moins, tu vois, Portugal, Italie, Espagne, que France. la France. Eux, dans la frise que je disais tout à l'heure, il y a épargnant investisseur et eux, il y a même le truc avant qui est de cash à épargnant, de Ouais. mettre l'argent sur, sur des comptes. Mais du coup, voilà, donc l'objectif, c'est d'aller vers des pays avec des comportements similaires pour répliquer la patte et le style multiplacement qui fonctionne bien sur une population d'épargnants français pas très initiés. Tu vois. Ok, très bien. Bon, bah parfait. C'est très clair. En termes de nouveautés à venir, est-ce que, bon, bah, on a parlé un petit peu des cryptos, ça c'est un truc que vous explorez. Ça peut être pas mal Ouais. d'ailleurs si effectivement on passe en bear market, là, d'explorer et de déployer cette possibilité sur les 1 ou 2 ans à venir. Et est-ce que vous allez proposer du prêt lombard? Typiquement, moi, de pouvoir, ok, d'avoir un ETF Gold, de le mettre en collatéral pour aller investir dans d'autres fonds, d'autres classes d'actifs, c'est quelque chose que je fais. Est-ce que Ouais. ça, c'est un truc auquel En gros, vous sur la partie pensez? produit, pour l'instant, nous, on essaye d'être sur les solutions un peu plus grand public. Donc, tu vois, Mhm. on travaille sur des directives qui sont crypto, immobilier, private equity, enfin non coté. Donc, ça, c'est les 3 verticales sur lesquelles on travaille en ce moment. Et donc, je pense que ça va occuper notre map pour 1 ou 2 ans. Tu vois. Et après, Ok. les éléments un peu plus, enfin, prêt lombard, outils de défiscalisation qui touchent une partie de la population, mais qui est un peu en nombre plus restreint, je pense plutôt dans un second temps. Là, on essaie déjà de se mettre, enfin, de diversifier l'offre avec ce qui se fait dans la partie mass market. Tu vois. Ok. Très bien. Donc là, bah, c'est d'ailleurs, ouais, il faudra qu'on parle d'un truc après la vidéo conf sur la partie private equity non coté. Ok. Toi, alors ça c'est intéressant, je pense, comme question, c'est toi, personnellement, quelle stratégie tu appliques dans l'environnement actuel, tu vois? Est-ce que tu t'exposes à tes propres produits? À quel pourcentage? Comment tu gères tes propres finances? Alors, bon, moi déjà, en tant que jeune entrepreneur, j'ai assez peu de patrimoine à côté. Et dans ta boîte Ma surtout, on femme, va dire, dans les parts de ta boîte, j'ai ma du coup. boîte, enfin, j'ai une grande partie de mon patrimoine, ce qui plaît à mes actionnaires. Tu vois. Je suis très focus, peu diversifié, donc ça, c'est pas un très bon conseil que je m'applique. Mais ouais. Donc, mon patrimoine, c'est majoritairement ma boîte et un petit peu de financier, mais c'est pas très bien. J'ai très peu d'épargne de précaution et j'ai pas d'investi IMO. J'ai pas encore eu l'occasion. Tu vois. Donc ça, c'est en préambule. Ok. Ensuite, bon, donc je suis exposé indirectement au marché via mon petit placement parce qu'on est quand même dans la finance. Et sinon, sur mon épargne financière, moi, je suis très adepte d'être full risque. En fait, donc oui, j'investis sur mon petit placement, mais j'investis aussi en direct sur les marchés et je suis vraiment team intrépide. Tu vois, enfin, Ok. quitte à investir, étant donné que je suis initié, autant aller chercher
ce que les marchés peuvent apporter de mieux, c'est-à-dire une perf, un rendement important. Enfin, investir pour faire un truc mi-figue, mi-raisin, moi, personnellement, en tant qu'investisseur, ce n'est pas ce qui me correspond. D'autant plus dans la période en ce moment où je pense qu'il y a des opportunités super intéressantes. Et pour le Ok. coup, tu vois, je suis un petit peu crypto, mais je suis très crypto traditionnel, quoi. Je suis pas du tout… Non, Bitcoin, Ethereum, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça. Ok. J'ai Ce qui est principalement judicieux, enfin, en tout cas, pour ma part, c'est pareil, hein. Aujourd'hui, majorité de ce que je hodl, c'est Bitcoin, Ethereum. Pour du XRP depuis maintenant 1 an et demi, on attend qu'il fasse quelque chose. Sait-on jamais. Et puis un petit peu de FTT, de la plateforme FTX, et puis c'est tout, quoi. Donc, ok. Très bien. Et ben maintenant, il est l'heure du bonus. Il est l'heure du bonus pour les abonnés. Vous trouverez en fait du coup en description de cette vidéo, et je vais le mettre en commentaire épinglé aussi, un code promo à utiliser et à rentrer au moment de l'inscription. Ça vous permettra d'avoir 30% en moins sur les frais appliqués par mon petit placement. Donc, c'est quand même pas anodin. Je suis assez content du coup de pouvoir vous proposer ça. Merci Thomas du coup pour d'avoir mis ça en place. C'est un Donc voilà, c'est équivalent simple. dans le simulateur que tu as montré tout à l'heure, c'est un équivalent de 2 Ouais, filleuls, si on ok, veut pouvoir simuler un peu génial, le bonus, vu que c'est 15% par filleul. c'est top. Et écoute, en conclusion, est-ce que toi, il y a des choses que tu voudrais préciser, des choses que tu voudrais ajouter par rapport à tout ce que l'on a balayé sur ta proposition de Non, service? je pense qu'il y a plusieurs éléments, mais que je pense que tes auditeurs doivent connaître, mais que j'aimerais répéter, qui est que l'inflation est énorme Hmm. et du coup, il faut absolument agir. Et quand je dis agir, pas forcément via multiplacement, mais de manière générale, il faut prendre en main ses finances, son épargne, que ce soit via les cryptos, via de l'IMO, via du non-coté, via des assurances vie en bourse, comme on propose. Donc je pense que les gens ont un grand degré, enfin, ils commencent à être bien initiés sur ça, sur le delta entre l'inflation et si je fais rien ou si je laisse sur un livret. Et je pense que c'est très important de se prendre en main. Et ensuite, je pense que le contexte actuel nous montre à quel point c'est bateau, mais c'est important de diversifier. Et on ne peut pas être full investi dans les actions de la tech américaine et les cryptos parce que c'est assez corrélé. Donc, il faut, encore une fois, du private equity. Je pense que c'est très important parce que ça performe bien, même dans les contextes compliqués comme en ce moment. De l'IMO, ça peut être pertinent, des marchés financiers, des cryptos. Mais je pense que le contexte du Ouais, moment matières premières, or, exactement. Et énergie, clairement, clairement. donc, pour moi, le contexte, c'est bougeons-nous les fesses parce qu'il y a de l'inflation et diversifions parce qu'il y a de l'incertitude. Voilà un peu les messages que je C'est vais faire clair. passer. Si les gens ne font rien, de toute manière, ils perdent de l'argent, en fait. Ouais, C'est rare. Le coût de exact. l'inaction est, en fait, aujourd'hui, ultra élevé. Mm. C'est clair. C'est clair. Super. Écoute, Cool. merci beaucoup, Thomas. Franchement, c'était clair tes réponses. Je pense que, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça clair. J'espère que les spectateurs auront trouvé les réponses aussi Ils n'hésitent pertinentes que pas moi. Mettre des à me commentaires, contacter tout à fait. sur LinkedIn ou enfin, en tout cas, Ouais, ou j'essaie contacter d'être… sur LinkedIn, absolument. Mettez des questions en commentaire aussi. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Cool. Merci Cédric, merci à Salut tous. salut à tous.